La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Optik Unterlinden, magasin d'optique astronomique. Nous sommes au début de l'année 1966. Sergueï Korolev, le papa de la fusée la plus puissante jamais conçue, vient de casser sa pipe. Pour tout savoir sur cette histoire, je vous invite fortement à regarder la première partie de la vidéo et ensuite seulement à enchaîner sur celle-là, sinon vous risquez de passer à côté de certains trucs. Revenons donc à notre histoire. Sergueï Korolev n'est plus là pour chapeauter le programme spatial soviétique. Mais le problème, c'est que des comme lui, il n'y en a pas deux, et que c'est sans lui que maintenant il va falloir terminer ce lanceur et aller sur la Lune. Tout en sachant que de leur côté, les Américains mettent les bouchées doubles pour arriver les premiers. À la mort de Korolev, personne ne se sent le courage d'assumer ses fonctions. Personne, sauf son bras droit, Vassili Mishin. Mais Mishin n'est pas Korolev. C'est un bon ingénieur, mais personne n'arrive à la cheville du maître, et il n'a pas le même rapport avec les gens. Avec les politiques, il garde ses distances, mais du coup il n'arrive pas à imposer son point de vue, et avec les ingénieurs, il se frite souvent. Donc clairement, les choses vont pas aller aussi bien que du temps de Korolev. D'autant que déjà du temps de Korolev, c'était pas la joie. Mishin supervise donc la construction de la N1 à partir des travaux de Korolev. Celui-ci avait reçu la commande par le Kremlin de 16 ensembles N1, L3. Les 12 premiers lanceurs devaient servir au vol test. Ce n'est qu'au 13e vol que la fusée devait embarquer un équipage en direction de la Lune. Parlons maintenant un peu de l'ensemble N1, L3 et de leurs anatomies respectives. Tout en bas de la N1 se trouve le bloc A, le premier étage, avec ses 30 moteurs NK15 à cycle fermé. On a déjà vu qu'un étage à 30 moteurs c'est le bordel, mais je vous ai pas encore expliqué à quel point. Revenons un instant sur les moteurs F1 de la Saturn V. Je vous l'ai dit précédemment, les Américains avaient du flouze et des infrastructures. Ils ont donc ajouté sur leur moteur un système de cardan. Regardez bien à l'image, les tuyères bougent. Ce système équipait les 4 moteurs extérieurs. Ça permet d'orienter la poussée et par la même occasion de diriger la fusée selon un axe de tangage, de lacet et sur la Saturn V, de roulis. Autrement dit, si la fusée se met à pencher un peu d'un côté, la poussée des moteurs se fait légèrement de travers pour la redresser et par une combinaison des 4, elle peut même tourner sur elle-même. Mais avec le manque de temps et de moyens du programme soviétique, hors de question de prévoir des cardans sur les 30 moteurs de la N1. Le système est trop complexe et trop coûteux. Pour orienter la fusée, les Russes optent donc pour un système de poussée différentielle. Autrement dit, la puissance des moteurs peut être réglée indépendamment les uns des autres pour compenser un possible défaut de trajectoire. Si la fusée penche à droite, on pousse les moteurs un peu plus fort de ce côté-là pour la redresser. Mais ce système ne permet pas de contrôler le roulis, donc 6 petites tuyères sont installées horizontalement à l'extérieur du bloc moteur dans ce but. Mais contrôler la poussée différentielle de 30 moteurs, ça se fait pas au pifomètre. Les ingénieurs mettent donc au point un ordinateur de bord qui aura pour tâche de gérer l'intégralité du bloc moteur. Laissez-moi vous présenter l'ordinateur CORD. J'ai pas trouvé d'image, alors on va mettre ça à la place. CORD est un système de diagnostic en temps réel qui a en charge la gestion de la puissance de chacun des 30 moteurs, mais aussi la capacité d'en couper l'alimentation. En effet, les ingénieurs russes prévoient que dans un système aussi complexe, l'un ou l'autre des moteurs peut avoir un problème, et pour éviter que ce problème ne foute en l'air tout le vol, il vaut mieux couper un moteur plutôt que de le voir exploser. Et comme je vous l'ai déjà dit, avec 30 moteurs, on peut se permettre d'en perdre un ou deux. Bon, ça, c'était le bloc A, pourvu de 30 moteurs et qui est prévu pour fonctionner 125 secondes. Une fois à court de carburant, il est largué et on met en route le bloc B, le deuxième étage, qui lui est alimenté par 8 moteurs NK15 et prévu pour fonctionner 120 secondes. Une fois ce second étage à sec lui aussi, il est largué et le troisième étage, de mise en orbite, est mis à feu. Le bloc... non, c'est le bloc V. Me demandez pas pourquoi il s'appelle pas le bloc C. Mais bon, on va pas critiquer le nom des étages, le troisième étage de la Saturn V il s'appelle bien le S4B. Bref, ces 3 étages servent à mettre le système L3 en orbite basse terrestre. Le L3 c'est le nom du train lunaire soviétique, mais on en reparle dans un instant. D'abord je reviens juste sur un petit truc. Sur la Saturn V, le troisième étage, le S4B donc, sert à placer le train lunaire en orbite basse et à le propulser vers la Lune. Sur la N1, le troisième étage est largué après la mise en orbite. Rappelez-vous, les Russes n'ont pas de moteur cryogénique. Ils n'ont pas les mêmes rendements et donc ils ont besoin d'un étage en plus. Et chez eux, pour opérer le transfert vers la Lune, c'est le boulot du bloc G. Une fois en route pour la Lune, le bloc G est largué et c'est le boulot du bloc D, qui est encore un étage supplémentaire, de faire les corrections de trajectoire et l'injection en orbite lunaire. À ce stade-là, il nous reste donc ceci. D'un côté, nous avons le Soyouz 7K LOK, LOK qui signifie en russe véhicule lunaire orbital. Je vous l'avais dit pour les acronymes, Mais je vous avais aussi bien dit dans une précédente vidéo que le Soyouz était prévu pour un vol lunaire. Mais c'est pas un Soyouz normal. Déjà, il a un moteur plus costaud et un plus gros réservoir.
Ensuite, le bouclier thermique du module de commande est plus gros, parce que pour le retour, le Soyouz doit ricocher sur l'atmosphère histoire de freiner une première fois, avant de plonger dedans une deuxième fois quand il est au-dessus de l'URSS. Le bouclier doit donc servir 2 fois. Et pour finir, il n'a pas de panneau solaire et utilise des piles à combustible, comme Apollo. Accroché en dessous de ce Soyouz, nous avons le LK, pour vaisseau lunaire. En dessous du LK est attaché le bloc D, qui sert, je vous l'ai dit, à s'injecter en orbite lunaire, mais pas que. La N1 n'ayant qu'une capacité d'emport de 95 tonnes, le train lunaire russe est beaucoup plus petit et sommaire que le train américain. Les Américains disposent d'un module de commande pouvant accueillir 3 personnes. De là, ils se déplacent via un tunnel vers le LEM, pouvant accueillir 2 personnes sans avoir besoin de sortir dans l'espace. Mais le Soyouz russe ne peut embarquer que 2 cosmonautes, et un seul peut prendre place dans le LK. Et parce que le système d'amarrage est conçu pour être le plus léger possible, il est très sommaire et ne permet pas le moindre transfert, ni électricité ni fluide quelconque. Donc évidemment, on ne peut pas non plus y faire passer un cosmonaute. Celui-ci doit donc réaliser une sortie extravéhiculaire pour passer d'un véhicule à l'autre. Pour ce faire, il doit utiliser un scaphandre Kretschet, qui est l'ancêtre des scaphandres Orlan actuellement utilisés à bord de l'ISS. L'un des cosmonautes s'installe donc dans le LK qui est détaché du Soyouz et descend vers la Lune à l'aide du bloc D qui se trouve encore en dessous. À bord du LK, le cosmonaute est en scaphandre, donc vous imaginez diriger un vaisseau avec la mobilité d'une tortue couchée sur le dos. Donc pour diriger le LK, le cosmonaute se tient debout et dispose de 2 manettes qui lui permettent de le contrôler dans toutes les directions, tout en jouant avec la puissance du moteur. Une fois le bloc D vide, il est largué et la descente se termine avec le moteur du LK. La zone d'atterrissage de la mission devait être définie à l'avance par un Lunarod, le rover lunaire dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une fois le site d'exploration validé, un premier LK sans passagers devait être envoyé sur place en véhicule de secours au cas où, et seulement après la mission habitée devait avoir lieu. Le LK est un vaisseau qui fait à peine un tiers du poids du LEM américain, mais vous imaginez bien qu'un pareil engin ne permet pas d'embarquer autant de matos. La capacité de charge limitée du LK aurait permis une sortie à la surface de la Lune, à implanter de drapeaux et quelques expériences basiques, mais pas un séjour de longue durée ou des promenades en rover comme lors des dernières missions Apollo. Donc après une journée à la surface de la Lune, le LK rallume son moteur en se servant de son train d'atterrissage comme plateforme de départ. Dans le cas du LEM, il y a un moteur de descente et un autre moteur pour la remontée, mais à cause des limites de poids, le LK se sert du même moteur pour les 2 opérations. Comme dans le cas des missions américaines, le module lunaire et le module orbital doivent alors effectuer un rendez-vous et le cosmonaute est transféré à bord du module orbital avant d'abandonner le module lunaire sur place. Un hublot situé dans le module orbital devait permettre à son occupant de se docker avec le LK, le cosmonaute de retour de la Lune n'ayant pas cette tâche. Ensuite, le cosmonaute devait à nouveau effectuer une sortie extravéhiculaire pour retourner à bord du Soyouz. Ensuite, on largue le LK et on rentre sur Terre. Parlons encore un tout petit peu de ce train lunaire. Le Soyouz 7K LOK a volé 3 fois. Une fois sans équipage en orbite basse terrestre lancée à partir d'une fusée Proton, et sur les vols 3 et 4 de la N1, dont on reparle dans un instant. Le LK, lui, a volé 4 fois, dans les vols 3 et 4 de la N1, mais aussi lancé par des fusées Proton, en orbite basse, sans pilote. Et comme chacun de ces vols s'est bien passé, le module lunaire était considéré opérationnel et prêt pour un vol lunaire. Voilà donc l'engin que les Russes veulent lancer pour aller sur la Lune. Je vous l'ai dit, 16 ensembles sont commandés, dont 12 pour des vols automatiques, et dans un premier temps, 8 lanceurs sont construits. Le Kremlin veut voir voler la N1 en 1967 pour rester dans la course avec les Américains. Mais c'est totalement impossible. Le lanceur est encore loin d'être prêt. La N1 sort de son hangar et est installée sur son pas de tir en mai 1968. Je vous ai dit que la méthode à la russe, c'est de faire des tests grandeur nature en vol. C'est donc ce qui est prévu avec cette première N1 qui emporte comme charge utile une maquette à taille réelle du train lunaire. Le vrai est de toute façon pas encore prêt. Les Russes procèdent bien à des tests au sol, ils possèdent des bancs de test pour leur moteur, mais le premier étage, lui, n'a jamais été testé. Enfin, pas entièrement. Le deuxième étage et ses 8 moteurs a été installé sur un banc de test et allumé complètement, et a priori il fonctionne bien. Idem pour le troisième étage. Mais pour le bloc A, le gigantesque premier étage, les soviétiques ne disposent pas d'un banc de test adapté. Donc ils le testent bien, mais un moteur à la fois. Là aussi, tout roule, mais un moteur qui tourne, c'est pas tout à fait comme 30. Les préparatifs se poursuivent jusqu'en février 1969, alors qu'Apollo 8 a déjà fait son vol circumlunaire. À ce stade-là, si la N1 fonctionne, les Russes peuvent encore gagner la course à la Lune. Mais la vérité, c'est que tout le monde s'attend à un échec. Et oui, je vous l'ai dit, les Russes font des tests grandeur nature. Ce premier tir est juste un test, et le vaisseau est bardé de capteurs pour qu'on sache ce qui va merder et le réparer ensuite. Le 21 février 1969, la première fusée N1 s'arrache au sol. Tout se passe comme prévu lors du décollage. Quelques secondes après le départ, une interférence électrique envoie un signal erroné depuis Cord qui ordonne au moteur 12 de s'arrêter. Cord arrête alors le moteur opposé, le moteur 24, pour équilibrer. Bon, 2 moteurs en moins, c'est pas un problème, ça passe.
Mais alors que la fusée prend de la vitesse, les vibrations des 28 moteurs restants arrachent 2 conduites, l'une servant à mesurer la pression du kérosène dans le moteur 2 et l'autre servant à la réguler. Cette fuite envoie alors du kérosène chaud dans le bloc moteur, ce qui élève la température des moteurs 3, 21, 22, 24 et 14. Le feu détruit l'isolant des câbles d'alimentation des capteurs de Cord qui en déduit qu'il y a des à-coups dans les turbopompes. Or c'est typiquement le genre de choses qui voulait bousiller en quelques secondes, donc Cord ordonne l'arrêt de ses moteurs. Et de tout le reste de l'étage. Et des étages supérieurs qui sont même pas allumés. Parce que pourquoi pas. Nous sommes à T plus 70 secondes. Cord a coupé tous les moteurs, l'AN1 plane. Son inertie va l'emmener jusqu'à une trentaine de kilomètres de haut avant qu'elle ne retombe dans le désert kazakh à une quinzaine de kilomètres du pas de tir. Mais avant, la tour de sauvetage est mise à feu et sépare la maquette du train lunaire qui sera retrouvée presque intacte à une autre trentaine de kilomètres de là. Les 19 et 20 mai, une commission se réunit pour identifier les problèmes qui ont causé la perte de l'AN1. Les problèmes que je vous ai décrits juste avant sont identifiés et des modifications sont prévues. Après tout, il reste 11 vols test. Le problème inhérent à l'ordinateur Cord est identifié. Mais c'est pas le truc le plus simple à réparer pour autant parce que l'informatique russe est grave en retard et Cord c'est tout ce qu'ils ont. Il faut donc le reprogrammer dans la mesure du possible, mais comme souvent en Russie, la meilleure façon de régler un problème, c'est considérer qu'il n'y en a pas. Lors de la tenue de cette commission, l'un des ingénieurs demande à ce qu'il soit interdit à Cord d'éteindre tous les moteurs avant au moins 15-20 secondes de vol afin de préserver le pas de tir. Cette décision est entérinée, mais comme le temps presse, la modification ne sera appliquée que sur la 3e N1. Pour éviter que les moteurs ne soient coupés prématurément comme sur le premier vol, on installe un nouveau système d'isolation qui recouvre l'intégralité des câbles du système Cord. Ils sont blindés pour éviter les interférences et inifugés pour éviter de brûler. On ajoute aussi une série de nouveaux capteurs dans les moteurs pour bénéficier d'une certaine redondance dans le système et éviter de cette façon un signal erroné. En plus, ça fera plus de données pour Cord et les ingénieurs au sol. Le 4 juillet à 2h du matin, la 2e N1 décolle. Alors que le premier étage est mis à feu, juste avant le décollage, la turbopompe qui alimente le moteur 8 en oxygène avale un débris et explose. La N1 décolle, mais l'explosion a rompu plusieurs conduites d'alimentation sur d'autres moteurs, ce qui provoque un incendie. 10 secondes après le décollage, alors que la fusée est à peine 200 mètres de haut, on commence à voir des débris tomber du premier étage. Cord reçoit le signal que les régimes des turbopompes des moteurs 7, 19, 20 et 21 deviennent dangereusement élevés et coupe donc les moteurs. Tous les moteurs. Sauf le numéro 18. Parce que pourquoi pas. Le lanceur ralentit, semble rester stationnaire une fraction de seconde, puis commence à retomber. La tour de sauvetage est actionnée et la maquette du L3 est arrachée au lanceur. Le moteur 18, toujours en fonction, fait basculer la fusée de côté alors qu'elle retombe comme une pierre sur le pas de tir. Ou plutôt comme une bombe. Une bombe chargée de 2300 tonnes de carburant hautement inflammable qui détruit tout avec la puissance de 10 000 tonnes de TNT, soit la puissance d'une petite bombe nucléaire. C'est l'une des plus puissantes explosions non nucléaires enregistrées jusqu'à aujourd'hui. Le pas de tir est ravagé, la tour de service est soufflée, même les installations souterraines sont détruites. On retrouvera des débris du lanceur à plus de 10 km à la ronde, et la lueur de la boule de feu est visible jusqu'à 100 km du pas de tir. Et assez curieusement, je dois dire, on ne déplore aucun mort. Les Américains seront vite au courant de cet échec cuisant, mais assez ironiquement, ce ne sont pas leurs satellites espions qui leur apprendront la nouvelle, mais un banal satellite météo qui enregistre la lueur de l'explosion. Ce n'est qu'après le largage de la capsule du satellite Gambit, sa récupération et son développement que les États-Unis prendront la mesure de la catastrophe. Les installations de tir de la N1 sont détruites, les Russes sont hors course. Et pendant que les Russes ramassent les miettes de leur programme lunaire habité, à peine 12 jours plus tard, Apollo 11 décolle pour emmener Armstrong, Aldrin et Collins dans le voyage qui apportera la victoire aux Américains. Un débris qui passe dans une turbopompe et des signaux erronés, voilà ce qui met la 2e N1 au tapis. Mais le programme n'est pas annulé pour autant. Les Russes se lancent dans la reconstruction de leur pas de tir qui leur prendra quand même près de 2 ans. Et le 27 juin 1971, la 3e N1 est prête à partir avec à son bord, cette fois, un vrai train lunaire et plus une maquette. Le décollage se passe bien, les corrections appliquées au moteur et à l'ordinateur de bord semblent porter leurs fruits, mais rapidement la fusée développe un problème de roulis. Autrement dit, elle se met à tourner sur elle-même de plus en plus vite, ce qui met sa structure à rude épreuve. 51 secondes après le décollage, Cord demande l'arrêt des 30 moteurs, la fusée se disloque dans les airs et retombe en une pluie de débris dans le désert kazakh. Le 23 novembre 1972, la 4e N1 décolle. Elle aussi emporte un vrai train lunaire. Et tout se passe bien. À 77 secondes après le décollage, elle se trouve à une altitude supérieure à toutes les fusées précédentes. À T plus 90 secondes, Cord arrête le bloc moteur central comme prévu. À T plus 104 secondes,
Et une explosion se produit à l'arrière du bloc A et la fusée se disloque. 7 secondes seulement avant l'arrêt prévu du premier étage. La 5e N1 est préparée pour être lancée en août 1974. Kuznetsov lui a concocté de tout nouveaux moteurs, les NK-33, la crème des moteurs à cycle fermé. Vous vous rappelez, je vous disais que les NK-15 avaient une partie de leurs ergols qui passait dans une turbine et que les gaz de combustion retournaient ensuite dans la chambre principale. Avec les NK-33, Kuznetsov pousse le concept encore plus loin. Il fait passer la totalité de l'oxygène dans la turbine et l'oxygène qui reste après la combustion, porté à très très haute température, s'engouffre dans la chambre de combustion où il augmente encore le rendement du moteur. Sauf que, de l'oxygène à cette température-là, ça attaque l'acier direct. Et on ne peut pas faire tourner un moteur comme ça plus de quelques secondes avant qu'il n'explose. Donc Kuznetsov a décidé de développer un tout nouveau type d'acier inoxydable spécialement pour ces moteurs. Un acier que les Américains n'envisagent même pas. Les moteurs, plus puissants et plus fiables que les précédents, sont installés sur la N1. À son bord, le train lunaire est encore une fois complet et ce coup-ci, c'est un vol circumlunaire qui est prévu, avec un retour de la capsule sur Terre. Le système Cord a été amélioré et la plupart des problèmes de vibration ont été éliminés, et ce coup-ci la N1 pourrait bien réussir son vol. Finalement, il n'aura manqué que 4 ans aux Russes pour faire aussi bien que les Américains. Et en 1974, la course à la Lune est bel et bien perdue. Alors que Vassili Mishine est hospitalisé, et donc loin des affaires, Valentin Glouchko, encore lui, persuade le Politburo de laisser tomber le programme lunaire, fait virer Mishine et prend sa place. À peine à la tête du programme spatial, il fait annuler le programme N1 et demande la destruction des 4 fusées N1 restantes. Il faut absolument cacher cet échec aux yeux du monde et rien ne doit filtrer. Et si on exclut les renseignements américains, personne n'en saura effectivement rien jusqu'en 1985 et la progressive ouverture des archives de l'URSS. Les 4 dernières N1 qui étaient prêtes à voler sont démantelées, au point que certaines pièces servent de toit pour des porcheries dans les villages alentours. Quant à Kuznetsov, il lui est intimé l'ordre d'envoyer tous ses moteurs en fonderie pour qu'ils y soient recyclés. Mais Kuznetsov, il a passé les dernières années de sa vie à consacrer tout son temps à ses moteurs. C'est un peu ses bébés, il n'accepte pas qu'ils soient ainsi détruits comme de la vulgaire ferraille. Alors il prend une décision. Il trafique ses inventaires, maquille ses moteurs en tas de ferraille qui n'ont rien à voir, et totalement clandestinement, il les fait acheminer jusqu'à Samara, où se trouve l'un de ses hangars. Alors que le programme N1 est taillé en pièces, Kuznetsov cache ses précieux moteurs aux yeux des dirigeants soviétiques. Les NK-33 resteront enfermés dans ce hangar pendant 2 décennies. À Moscou, à l'école de l'aéronautique et de l'espace, dans un autre hangar, il reste encore quelques vestiges du programme lunaire soviétique, le train lunaire L3. Mais l'échec du programme lunaire reste un secret honteux et bien gardé par l'Union soviétique jusqu'à sa chute. Mishin gave us a guided tour of his original lunar hardware. This was the command module which might have flown around the moon. It's modeled on the Soyuz craft and has a hatch from which a cosmonaut would walk across open space to the lunar lander. If the N1 rocket had worked, the legs of this lander might be resting where they belong, in moon dust. Лунное посадочное устройство состоит из 4 вот таких вот пят, которые, значит, вонзаются как бы в поверхность Луны, и вот этих вот амортизаторов, которые амортизируют удар, если такой будет, при посадке. Далее космонавт при помощи специального люка опускается на вот эту площадку и вот при помощи вот этой лестницы спускается на поверхность Луны. После пребывания на поверхности Луны космонавт вновь возвращается в лунную кабину. No one in the West has ever seen inside the Soviet lunar lander. So what secrets would it reveal? This was where the intrepid cosmonaut would stand, clutching 2 levers. It looked more like the inside of a steam train than a spaceship. Even allowing for the Spartan appearance of Soviet hardware, these systems looked surprisingly primitive. Et là, il se passe un truc étrange.
au début des années 90, William Hoffman, le directeur d'Aerojet, l'entreprise américaine de moteurs fusées, reçoit une offre. Nikolai Kuznetsov, un ingénieur russe, lui propose de venir jeter un œil à ses moteurs. Hoffman fait le déplacement, et lorsqu'il pénètre dans le hangar, il se décroche la mâchoire. Il voit devant lui ce qu'il appellera une forêt de moteurs. 60 NK-33 sont entreposés là, à l'abri des regards indiscrets, depuis la fin du programme N1. À ce moment-là, Hoffman ne sait pas ce qu'ils ont dans le ventre. Il sait juste que Kuznetsov lui a dit que ce sont des moteurs à cycle fermé avec un rendement supérieur à tout ce qu'il pourrait imaginer. Hoffman sort son chéquier. Les moteurs de Kuznetsov sont conditionnés et expédiés aux USA à 1,1 million de dollars pièce. Mais aux États-Unis, le cycle fermé, on ne s'est jamais penché dessus. Donc le seul moyen de savoir ce que ces moteurs ont dans le ventre, c'est de les tester. Un premier moteur est envoyé à Sacramento en 1995 pour être monté sur un banc de test. Non seulement le moteur tient ses promesses, mais en plus une technologie vieille de 20 ans est en train de donner une leçon d'ingénierie aux plus grands experts américains en propulsion spatiale. Avec un pareil rendement, le NK-33 est adopté. Aerojet redessine le moteur et le décline en deux versions. Le AJ-2658, conçu pour porter un vaisseau au décollage, et le AJ-2659, le même mais avec une tuyère plus grande, optimisé pour porter un lanceur dans les hautes couches de l'atmosphère sur un étage intermédiaire. Aujourd'hui encore, le AJ-26 est le moteur avec le meilleur rendement au monde. Revenons maintenant un peu sur Valentin Glushko. Alors à ce stade de la vidéo, vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est un immonde connard, alors il va falloir que je nuance énormément cette image. Glushko a longtemps été opposé à Korolev, il a pris quelques mauvaises décisions dans sa carrière, mais c'est pas le dernier des abrutis non plus. Déjà, il va gérer le programme spatial russe jusqu'en 1989, l'année de son décès. Ensuite, l'idée d'utiliser des ergols toxiques est pas non plus une idée débile sortie de nulle part. La fusée Proton brûle effectivement de l'acide nitrique et de l'hydrazine, et figurez-vous que le rendement de ce mélange est excellent. Ensuite, Mishin s'est révélé être un piètre gestionnaire à la tête du programme spatial. Si la N1 était presque prête en 1974, le programme spatial russe était à court de pognon, et continuer le programme lunaire l'aurait mis sur la paille. Son arrêt par Glushko a permis à l'URSS de mener à bien d'autres projets, à savoir tous ceux qui ont pris vie depuis. Et Glushko est aussi un excellent ingénieur. Après la conception par Kuznetsov de moteurs à cycle fermé, il décide lui aussi de s'intéresser à la question et développera le RD-170, le moteur fusée le plus puissant au monde puisqu'il fournit une poussée de 800 tonnes à lui tout seul, là où un moteur F1 de la Saturn V en donne 690. Et c'est ce moteur qu'on trouvera au pied du lanceur Energia, l'énorme fusée qui a catapulté la navette russe Buran dans l'espace pour son unique vol en 1988. Un dérivé, le RD-180, équipe aujourd'hui le lanceur Atlas V américain. En gros, un moteur russe équipe un lanceur américain dérivé d'un missile intercontinental qui était à l'origine pointé vers cette même Russie. Y a pas à dire, l'histoire aime l'ironie. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la rivalité entre deux génies de la conquête spatiale, les moteurs fusées révolutionnaires planqués pendant 20 ans dans un hangar secret, l'ordinateur mal branlé Cord et le lanceur le plus puissant qui n'ait jamais pris son envol. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.